Ok, bon bah c'est parti, je commence. Juste avant de donner la parole à Pierre et surtout qui nous commence à nous raconter un peu son parcours et justement, comment s'est passée cette fameuse transition de développeur à CPO aujourd'hui? Je voudrais juste vous dire quelques mots sur Maestro, sur l'école du product management. Et pour ça, du coup, vous dire mon rôle, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Flavie et du coup, je suis celle qui organise ces Maestrix, qui organise ces conférences hebdo sur le product management. Et du coup, le but là de cette prochaine heure qu'on va passer ensemble, c'est de poser un maximum de questions à Pierre et de se nourrir en fait de l'expérience qu'il a eue dans sa carrière, dans les différentes boîtes pour lesquelles il a travaillé, dans lesquelles il a bossé, et en fait d'en tirer des learnings et des tips, des outils, des pratiques, des méthodes pour se nourrir au quotidien et pour nourrir vous-même vos pratiques dans votre job, dans votre rôle. Pour remettre un petit peu le contexte de Maestro, c'est une école qui existe depuis quasiment 2 ans là. Et en fait, on propose des formations pour les profils du produit. On a une formation qui passe par une seule pédagogie, qui est 80% de pratique, 20% de théorie. C'est-à-dire que dans tous nos formats, il y a une session avec un expert qui intervient sur une partie théorique, une méthode, un retour d'expérience. Et ensuite, 80%, c'est des études de cas sur des problématiques d'entreprise de la tech et enfin vraiment mettre les mains dans le cambouis et apprendre en faisant. Je vous donne un petit peu un aperçu de nos prochaines formations tout de suite. On en a une qui est faite pour devenir product manager et qui existe en cours du soir, c'est-à-dire compatible avec un emploi à temps plein, ou alors en bootcamp intensif. Et là, c'est tous les jours pendant 7 semaines, dont d'ailleurs Céline Bervas dans le chat est alumni. Elle l'a faite en début d'année 2021. On a aussi une formation pour le numérique responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait apprendre à identifier les mauvaises pratiques qu'on met dans nos produits pour essayer de le rendre plus responsable, c'est-à-dire diminuer les émissions que ça peut provoquer avec par exemple des produits qui sont très lourds, ou alors en fait se rendre compte des dark patterns qu'on a peut-être mis dans notre app, on ne s'est même pas vraiment, on s'est pas rendu compte avec du recul parce qu'on était focus impact, faire en sorte que mon utilisateur passe beaucoup de temps sur mon app. Et en fait, l'idée, c'est une formation de 2 jours. On prend un peu du recul sur son produit, on regarde qu'est-ce qu'on a mis en place et on se dit comment est-ce qu'on peut faire ça pour que ça soit un numérique qui est plus responsable et plus en phase avec les problématiques éco-responsables d'aujourd'hui qu'on a et qu'on voit passer partout. Et ensuite, et ça c'est un truc qui est assez important et je suis très contente qu'on puisse en plus challenger cette formation avec Pierre aujourd'hui. On a lancé un format en e-learning pour se former à la tech parce qu'en fait on est convaincu chez Maestro que pour être un bon product manager, un bon product owner, il faut comprendre ce que c'est la tech. Il faut être capable d'avoir une vision d'ensemble sur le travail des développeurs et en fait ne pas être complètement à l'aveugle quand on commence à utiliser des termes techniques. Et du coup, pour ça, on a lancé un format qui est en e-learning. E-learning, ça veut dire que ça se fait en asynchrone. C'est un parcours de vidéos et d'exos à faire soi-même sur son ordinateur. Et en fait, on reprend les bases. Qu'est-ce que c'est les API? Qu'est-ce que c'est le front-end, le back-end? À quoi ressemble le scope d'un dev? Toutes ces choses-là pour en fait être à l'aise avec ce vocabulaire et pour pouvoir travailler encore mieux sur son produit. Et aussi un petit aperçu de nos prochains rendez-vous. Donc, comme je vous l'ai dit, sur Meetup, il y a tous les Maestrix, tous nos événements hebdo. On a aussi une page LinkedIn où on met toutes nos actus. Et bien sûr, il y a notre site internet avec toutes les infos sur notre école. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat un petit peu qui vous êtes, qui on a en face de nous? En fait, ça va vachement nous aider avec Pierre de se rendre compte à qui est-ce qu'on s'adresse. Et du coup, pour ça, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous êtes PM, product designer, product marketing, product builder, développeur ou d'autres métiers qui n'ont rien à voir, de la team market, enfin, qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas directement dans le produit avec du market, de la com, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans le chat directement? PM ex-dev, ok, trop cool Olivier, tu vas pouvoir challenger à fond le retour d'expert de Pierre. Alors Younes, je vois que tu poses une question. Maestro Tech, c'est pas une formation de dev, on n'apprend pas à être développeur, mais ça donne un bon vernis de tech pour les gens qui sont pas dev de base. Exactement, c'est ça. En fait, l'idée, c'est
En fait, c'est 8 heures de formation au total. Et en fait, c'est te donner vraiment ce qu'il faut savoir de la tech sans devenir un développeur. C'est pas l'objectif. Et du coup, toi, tu es un ex-dev en reconversion vers PM, trop cool. Et Blandine, avant-vente solution en reconversion. Ok, top, trop bien. Donc, pas mal de PM et pas mal d'anciens devs. Cool. C'est un bon challenge à remplir. Et du coup, maintenant que je vous ai exposé un petit peu ce qu'on était, est-ce que Pierre, tu peux nous donner un petit peu un aperçu de tes expériences? Tout à fait. Déjà, c'est cool qu'il y ait plein d'anciens devs et je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui a fait de l'avant-vente et c'est vraiment important aussi quand on veut faire du produit de connaître les clients et de savoir parler aux clients. Le produit est indissociable de la tech, mais il est aussi quand même assez indissociable de la vente. Un petit aperçu rapide de mon parcours. Au départ, moi, j'étais ni tech ni product. J'étais entrepreneur et j'ai toujours été entrepreneur. J'ai toujours monté des boîtes. Et Chaintrust, c'est la troisième que je monte. La seule différence, c'est que les deux premières que j'ai montées n'avaient aucun succès et se sont lamentablement crashées. Et Chaintrust, c'est la première qui commence à avoir du succès. Donc, je suis très content de ça. Et j'ai découvert la tech par hasard en 2014-2015 quand j'ai travaillé pour des événements à The Family. Donc à l'époque, j'avais des sociétés de production de films et de pubs et je travaillais comme barman pour gagner ma vie. Et en travaillant comme barman, je me suis mis à faire de la régie d'événements. Et donc j'ai fait des événements à The Family à l'époque où The Family faisait des soirées. Et donc j'ai découvert The Family comme ça. Et à cette époque, il y avait la formation du wagon qui était au premier étage de The Family. Donc j'ai aussi découvert le wagon en même temps que The Family. Et j'ai découvert un univers, un environnement qui m'ont énormément plu, que je ne connaissais pas du tout. Et je me suis tout de suite retrouvé dans cet univers et j'ai tout de suite eu cette impression de faire partie de cet univers des startups, de la tech. Et donc, j'ai pris un peu de temps de réflexion parce que ça faisait quand même 10 ans que je faisais de la production. Et donc, après 6 mois, 1 an de réflexion, j'ai arrêté. Et j'ai fait le wagon. Donc, j'ai tout plaqué, j'ai fermé mes boîtes, j'ai fait le wagon, j'ai sauté le pas, quoi. Et par chance, juste après le wagon, j'ai eu une chance vraiment incroyable. C'est que j'ai été embauché comme tout premier employé en CDI, donc premier développeur, dans une startup qui s'appelle Austinfly. Et donc c'était en 2016 et la startup venait à peine de se lancer. Donc Austinfly s'est lancé en avril 2016, je crois, et moi j'ai rejoint Austinfly en août 2016. Donc il y avait les trois cofondateurs, Quentin Brackers, Guillaume Motte, Baptiste Morel. Il y avait quelques stagiaires et il y avait moi. Et donc j'ai commencé chez eux et je suis resté avec eux jusque fin 2018 à peu près. Donc je suis resté 2 ans et demi chez eux. Et pendant 2 ans et demi, j'ai vu Austinfly grandir. Ils sont passés de 1 employé, moi, à 25 employés. J'ai vu les équipes tech, ops, sales, produits se créer, se construire. J'ai vu la base de code passer de 10 000 lignes de code à 250 000 lignes de code. Et donc, j'ai accompagné Austinfly pendant 2 levées de fonds. Et ça m'a permis, en fait, le fait de voir la société grandir et de contribuer à ce que la société grandisse, ça m'a donné, je pense, une certaine maturité. Le fait aussi de d'écrire du code et puis de se le reprendre dans la face 1 an plus tard parce que ce qu'on a écrit il y a 1 an n'est plus du tout adapté à ce qu'on fait maintenant. Et donc, ça m'a permis de comprendre beaucoup sur le code et aussi beaucoup sur le produit. Et il y a un truc que j'ai compris vraiment tout de suite, c'est que le produit est hyper important. Et au début, chez Austinfly, on n'avait pas de produit. Et donc, en fait, par la force des choses, quand il n'y a pas de produit dans une boîte, bah, c'est les techs qui font le produit. Et donc, je faisais un peu de produit et un peu de tech. Et je me suis rapidement rendu compte, alors ça, c'est vraiment un avis personnel, mais je me suis rendu compte que le produit est indissociable de la tech. Pourquoi? Parce que la tech, c'est vraiment le squelette d'une startup et que si on ne comprend pas bien ce qui se passe en tech, bah, c'est compliqué de faire du produit. Et aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est que le produit, si vous voulez, c'est un peu comme le bassiste dans un groupe de rock. Quand il travaille bien, personne ne fait attention à lui, personne ne le remarque, personne ne l'écoute. Par contre, quand il travaille mal, c'est rapidement le bordel. Et donc, le bon product, un bon product manager doit être partout. Et son travail principal, c'est de décharger de la charge mentale sur les autres équipes.
Et donc, quand le produit fait bien son travail, les gens qui sont spécialisés, donc les développeurs, les commerciaux, les ops, etc., et ben, ils sont hyper concentrés sur leurs tâches parce que le produit est partout et qui couvre un peu tout. Et donc, fin 2018, j'ai quitté Austinfly et j'ai monté ChainTrust, qui était ma première startup, avec mon meilleur ami d'enfance qui s'appelle Michael, qui est expert comptable, donc c'est une boîte dans la compta, et un ancien collègue à moi qui s'appelle Pierre Chopin, qui est notre CTO maintenant, et qui a fait un doctorat en astrophysique, qui est expert en intelligence artificielle. Et donc, on s'est dit, on va développer un produit d'IA pour accélérer et sécuriser la comptabilité, donc la comptabilité dans les cabinets comptables. Et donc, assez naturellement, mon ami Michael, qui était expert comptable, il incarnait le business. Et on vendait aux experts comptables, il était expert comptable, et c'est lui qui avait vraiment la vision de là où il voulait aller. Il avait vraiment cette clarté de dire, voilà, je veux qu'on ressemble à ça, on se positionne comme ça sur le marché. Donc, c'est naturellement lui qui est devenu le CEO. Et puis, Pierre Chopin, qui avait un doctorat en astrophysique, expert en IA, naturellement, il avait une vision du code et une vision du data engineering qui était assez précise. Et donc, c'est lui qui est naturellement devenu CTO. Et moi, je me suis tout de suite retrouvé en fait à faire le lien entre les deux. Parce qu'il y avait l'expert comptable qui ne parlait pas du tout le langage tech, et puis il y avait l'expert en IA qui ne parlait pas du tout le langage des comptables. Et donc, rapidement, je me suis retrouvé à faire la jonction entre les deux. Au début, j'ai passé les 2 premières années de la boîte à coder. Et puis, petit à petit, j'ai fini par m'orienter vers le produit. Et donc, à partir du début, on va dire, début 2000, enfin, on va dire avril-mai 2021, on a commencé à faire une belle levée. On a fait une levée de 2,5 millions avec un fonds qui s'appelle Euraseo, qui est un gros fonds, qui est un très gros fonds européen. Et donc, à partir du moment où on a fait cette levée, je suis complètement sorti du code et maintenant, je ne fais plus que du produit. Voilà. Donc, ça, c'est mon parcours. Et donc, maintenant, je suis CPO chez ChainTrust et j'ai dans mon équipe un designer qui a 10 ans d'expérience et qui est extrêmement bon. Et j'ai une product manager qui a 5 ans d'expérience et qui est vraiment très, très, très compétente sur le product. Sachant que moi, j'apporte plutôt une vision d'entrepreneur au product management. Et je pense d'ailleurs que la vision de l'entrepreneuriat est très proche de la vision du product management. Et donc, ces 2 personnes que j'ai recrutées m'aident beaucoup à structurer et à préciser un petit peu la vision entrepreneuriale. Trop bien. Trop intéressant. Merci beaucoup. On va revenir sur plein des étapes que tu as mentionnées. Je vais juste alors couper la presse. Et aussi, je rebondis sur, je ne vais pas te couper, mais sur l'entreprise Austinfly. Du coup, tu as été vraiment au premier rang de l'évolution. C'est hyper impressionnant et j'en profite pour vous partager justement parce que tu donnais pas mal la place du produit qui a vraiment bougé dans Austinfly. On a fait une interview avec du coup Témine Trin, que tu vas connaître, qui était du coup le premier PM chez Austinfly et du coup qui revient un peu sur son expérience. Qu'est-ce que ça veut dire être premier PM et surtout dans cette entreprise, comment il l'a vécu, qu'est-ce qu'il a bien fait, qu'est-ce qu'il aurait mieux fait, etc. Et c'est assez intéressant comme retour d'expé de voir un peu justement la partie, le côté product. Du coup, tu parlais du parallèle entre entrepreneuriat et produit. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre? Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? C'est une très bonne question. Je n'ai jamais eu envie d'entreprendre, je l'ai toujours fait naturellement. Et en fait, je pense que c'est plutôt à l'inverse. J'ai jamais eu envie d'être un employé. Et pour moi, être employé, ça a toujours été une étape temporaire avant la prochaine boîte, quoi. Et donc, entre mes boîtes, j'ai toujours eu des phases où j'étais employé parce que voilà, entre 2 boîtes, il faut se reposer un peu, donc on fait employé, quoi. Et pour moi, Austinfly, ça, c'était pas un emploi, c'était vraiment une université, quoi. J'ai appris le code et le produit chez Austinfly, et donc j'ai toujours envie de remercier les fondateurs d'Austinfly pour m'avoir appris en fait les compétences qui ensuite m'ont permis de remonter une boîte. Mais dans ma tête, ça a toujours été évident que j'allais remonter des boîtes et je le ferai toujours Ouais. et j'arrêterai jamais. Mais par contre, sur le lien entre product et entrepreneuriat, alors je ne saurais pas te retrouver exactement le tweet, mais il y avait un tweet de Paul Graham que j'ai vu il y a 1 an ou 2 qui m'avait vraiment marqué et j'avais trouvé ça très juste et très correct. Il disait en fait, la vision traditionnelle d'une startup, c'est qu'il faut absolument un tech. Et petit à petit, la tech devient de plus en plus une commodité.
Par contre, le product sera jamais une commodité. Pourquoi? Parce que le product, c'est vraiment le sale boulot que personne n'a envie de faire. C'est toute la complexité métier, toute la logique que tu dois mettre dans ton application. Et si tu as un très bon product qui est un peu tech, tu peux bidouiller des trucs et tu peux faire quelque chose. Par contre, si tu connais rien à la tech en tant qu'entrepreneur, que tu connais rien au produit et que tu prends juste un tech qui n'a pas envie de faire du produit, ça va coincer en fait. Ça va coincer. Et donc en fait, le produit devient de plus en plus la cheville ouvrière des startups, alors qu'avant c'était plutôt la tech. Ouais, ça, il y a un vrai changement dans les mentalités. Et puis même dans la manière de faire et de débuter. Il y a une question de Younes dans le chat. Est-ce que d'après toi, Pierre, ton expé entrepreneurial correspond à la mode du freelancing chez les devs? Je sais pas si... Alors j'ai jamais fait de freelancing en tant que dev, donc c'est difficile de te répondre. Ce que je peux te dire sur le freelancing, c'est que je pense que oui, quand tu fais du freelance en tant que dev, alors soit tu rejoins une boîte qui est déjà structurée avec des product managers, etc. Soit tu rejoins, tu vas te mettre à travailler pour quelqu'un qui a juste une idée et qui va te payer pour développer une idée. Et donc dans ce cas-là, tu vas passer au moins 50% de ton temps à faire du product. Et donc en fait, tu passes ton temps en tant que dev à faire des micro-choix, à prendre des micro-décisions. Et plus tu as un product derrière qui va en amont te définir quel choix tu dois faire, quelle micro-décision tu dois prendre, plus ça va être facile pour toi de travailler. Mais c'est vrai que je pense que c'est la raison principale pour laquelle j'ai jamais fait de freelancing. Ah ouais, ok. Est-ce que du coup tu peux revenir sur donc tu nous parlais des personnes avec qui tu as monté du coup Chain Trust. Tu peux revenir un peu sur ce passage de cofondateur à CPO. Comment est-ce que le glissement s'est fait? Enfin, quelles questions tu t'es posées? Pourquoi il y a eu ce changement En dans- fait, euh, ça s'est fait assez naturellement parce que j'étais le seul chez Chain Trust à parler à tout le monde et et à aider tout le monde à travailler. En gros, chez Chain Trust, on a en gros trois équipes qui sont les plus grosses équipes. C'est l'équipe Sales, l'équipe Ops, qui sont en fait des comptables dont le but est de vérifier et de valider la qualité des écritures comptables qu'on envoie aux clients. Et on a les équipes tech. Donc en gros, en Sales, on a 6 ou 7 personnes. En Ops, on a une quinzaine de personnes. Et en Tech, on a une dizaine de développeurs. Et dès le début de Chain Trust, j'étais le seul qui parlait à la fois aux sales, aux ops et aux tech. Et j'étais le seul à être capable de m'adapter en fait à leur, à, leur, à leur manière de penser et à leur manière de formuler les choses. Et je pense que la raison à ça, c'est que j'ai pas fait que de la tech toute ma vie. J'ai eu énormément de jobs, j'ai monté des boîtes, et donc j'ai l'habitude de parler à plein de gens qui ont des compétences et des spécialisations différentes. Et donc je suis naturellement quelqu'un de généraliste. Et donc c'est pour ça que dès le début de la boîte, en fait, je faisais du produit, en fait. Ok. Et donc à un moment donné, quand on a acté ça en disant, bah voilà, je suis officiellement CPO, en fait, avant, dans ma tête, j'ai toujours été cofondateur, quoi, plus que CPO. Parce que je travaille avec tout le monde, j'aide tout le monde à travailler. Mon but, c'est d'être lui dans les rouages de tout le monde. À chaque fois qu'il y a un truc où tu as une équipe ou quelqu'un qui dit OK, ça, il faut le faire, mais c'est pas mon travail, bon, bah, c'est moi qui vais le faire, quoi. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça le product. Ok. Et du coup, en termes de temporalité, juste, je suis désolée, je ne sais pas si tu l'as bien mentionné, mais tu es passé CPO et ensuite, il y a eu le recrutement de tes deux éléments, Product Designer et PM. Oui, alors dès le début de la boîte, on s'est donné des titres pour faire genre. Donc, au début de la boîte, j'étais CPO dès le premier jour de la boîte, mais en réalité, j'étais dev. Ok. Et j'ai recruté Johan et Alice à partir de juillet 2021. Et Ok. on a clôturé notre levée de fonds en avril-mai 2021. Ok. Et du coup, parce que tu mentionnais enfin, leur importance aujourd'hui dans l'organisation, comment est-ce que tu as fait pour les recruter? Concrètement, c'était un peu quoi ton process et surtout qu'est-ce que tu as évalué pour être sûr que c'était des profils qui fitaient et avec ton produit et avec votre culture? Alors moi, j'ai énormément de chance sur le recrutement. Je ne sais pas pourquoi. J'ai tout de suite eu des bons profils qui ont postulé. Et donc d'abord, j'ai posté une annonce sur tous les canaux possibles, sur tous les Slack, LinkedIn, Facebook, Twitter, partout, partout, partout.
Et j'ai dit, bon voilà, je suis cofondateur, je cherche quelqu'un de très compétent pour m'aider à structurer après une levée de fonds. En gros. Donc je pense que la manière dont je l'ai formulé était suffisamment alléchante et j'ai eu des gens qui ont postulé très rapidement. Et ensuite, alors s'il y en a parmi vous qui font du recrutement, je vous recommande un livre qui s'appelle Who? The A Method for Hiring, qui est un livre excellent sur le recrutement, qui en fait fait passer par des process avec des questions-réponses. Et en gros, l'objectif, c'est on commence par visualiser le poste qu'on veut remplir. Et on se dit, bah, ce poste, c'est un poste d'une personne qui va faire telle chose, telle chose, telle chose. Et donc, elle va être en charge de tel domaine, tel domaine, tel domaine. Et donc, j'ai besoin que cette personne ait telle qualité, telle qualité, telle qualité. Et ensuite, à partir de là, ça fonctionne en entonnoir et on pose plein de questions. Ensuite, pour le design, comme je n'y connais rien en design, j'ai suivi ce process un petit peu à la lettre. Et j'ai eu la chance de tomber sur Johan et il est très fort et heureusement que je suis tombé sur lui. Mm. Pour le produit, j'avais une vision un peu plus précise parce que comme j'en avais déjà fait à mon humble niveau, je savais à peu près ce que j'attendais d'une personne qui me rejoindrait au produit. Et je savais que pour moi, de mon point de vue, avec mon biais personnel, le produit, c'est de la tech. Et il est possible que pour d'autres boîtes, dans d'autres contextes, il y ait un peu moins de tech. Par exemple, j'imagine dans une boîte un peu B2C, peut-être qu'il y a un peu plus de travail à faire sur la psychologie, sur le l'UX Research. Par contre, là, nous, on fait du B2B Enterprise avec une boîte d'IA. C'est vraiment du data engineering et donc il y a besoin d'avoir des produits qui soient très forts en tech. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un test technique avec un petit bout de code où il fallait trouver un bug dans le code. Et j'ai dit, bah voilà, il y a un client qui se plaint, voici le code, est-ce qu'il y a un bug? Et donc j'ai balancé ce test. Et puis le deuxième test, donc il y avait ça, ce premier test et le test technique. Et puis il y avait un deuxième test qui était, en gros, faire une user story dans un cas un peu complexe, avec, en gros, le cas d'usage, c'était je suis un utilisateur, je veux donner des permissions et des accès à un autre utilisateur. Et suivant mon niveau de hiérarchie dans la boîte, donc il y a 4 niveaux de hiérarchie, et suivant le niveau de hiérarchie dans laquelle l'utilisateur à qui je veux donner des permissions est positionné, eh ben, je vais pouvoir lui donner plus ou moins de permissions. Et donc, en fait, ça fait une user story avec énormément de tests d'acceptance. Il faut être hyper précis et hyper structuré. Et donc j'ai fait ces 2 tests-là, qui sont d'ailleurs publics sur GitHub, hein, si vous voulez aller jeter un œil. Et pareil, j'ai eu de la chance. Donc il y a 2 personnes qui ont réussi les tests et il y en a une, donc Alice, qui a complètement explosé les tests, qui a tout de suite trouvé les bonnes réponses, qui a fait des tests d'acceptance absolument parfaits. Et donc je l'ai tout de suite, tout de suite embauchée. Et là, elle nous a rejoints et c'est la product manager de ChainTrust, quoi. Trop cool. Et du coup, c'est dans l'offre que tu mettais, tu précisais bien que tu avais besoin de ce niveau de technicité, du coup, dans les personnes que tu recrutais, c'était bien écrit, oui. Absolument. Oui, oui, absolument. Ouais. Ok, parce que je me mets un peu dans la position, du coup, justement, de la personne qui est en reconversion et qui cherche un job de PM dans des boîtes. Du coup, en fait, on a fait d'ailleurs un webinaire avec Charlotte Usuro sur comment évaluer la culture de l'entreprise pendant le processus d'entretien. Et exactement, en fait, bah, là, du coup, ce que tu avais mis dans l'annonce, mais même les premières questions que tu as dû poser à Alice et aux autres candidats, permettent un peu d'évaluer ça. Et je vous le mets dans le chat parce que elle donne aussi, enfin voilà, les questions qu'il faut pas oublier de poser. Déjà, la structure de la boîte, l'histoire de la boîte, qui était bah, ici les 3 cofondateurs de l'entreprise au début. Ça vous met la puce à l'oreille sur du coup le niveau de la place de la tech dans l'entreprise et la place du produit dans l'entreprise. Et ça vous permet directement de vous rendre compte est-ce que vous avez le niveau de tech qui correspond à ce qui va très probablement être évalué pendant le processus. Mais du coup, c'est marrant de voir à quel point, à quel point vous, c'était un niveau de tech élevé, du coup, qui était demandé. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça dépend des boîtes, hein. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que nous, chez ChainTrust, on a besoin de. Les développeurs et les développeuses qui travaillent chez nous sont des gens qui sont très, 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 très tech. Ouais. Et
Donc, en fait, si tu veux, le product doit vraiment faire le extra mile vers les techs. Et les sales, par contre, ils comprennent rien, ils sont pas tech du tout, ils vendent, ils sont là pour faire du chiffre, quoi. Donc, un sales ne peut pas communiquer avec un tech, c'est quasiment, c'est un tour de force, quoi, de communiquer. Alors, les clients, c'est encore pire, quoi. Les comptables, ils en sont encore sur Windows 98. Enfin, j'exagère, hein, c'est une caricature, mais voilà. Donc, en fait, il y a besoin d'une personne qui ait un champ d'application très large et qui soit vraiment capable de joindre les bouts et vraiment d'aller au bout du process. Et ça, ça demande d'être fort en tech et ça demande aussi d'être très, très, très débrouillard, quoi. Ouais. Ouais, ça demande énormément aussi de soft skills. D'ailleurs, quand tu parlais tout à l'heure de cette partie un peu, j'aime beaucoup ton parallèle avec le rôle de bassiste. Vraiment, je le trouve trop cool. Je trouve ça très imagé et vraiment assez limpide. Ce côté d'être très humble et de dire que quand tu réussis, quand tu as une très belle paire sur ton produit ou une bonne nouvelle qui tombe, tout le monde cheer up ensemble. Mais voilà, quand il y a quelque chose de mal qui se passe, quand il y a une erreur, bah, tu es tout de suite pointé C'est du ça. doigt. En fait, si tu veux, quand il y a une feature qui sort, tout le monde applaudit les développeurs. Quand il y a un client qui est closé, tout le monde applaudit les sales. Et entre les deux, bah, tu es là et personne ne fait attention à toi. Mais c'est pas grave, en fait. C'est pas Oui, grave. faut le savoir. Est-ce qu'il y a des mythes, selon toi, autour du rôle que tu as aujourd'hui de CPO, des mythes un peu que là, en fait, tu te rends compte que c'est faux et tu les déconstruis un petit peu au quotidien dans ton rôle? Oui, 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 oui. Oui, oui, je pense qu'il y a des mythes assez forts sur le product management et je le vois d'ailleurs chez les gens avec qui je communique au quotidien quand ils me parlent de product et les gens qui ne connaissent pas le product et qui me parlent de product, j'ai souvent l'impression que leur expérience est vraiment très différente de la mienne. Je pense que le mythe principal, c'est que le product, c'est quelque chose de cool. Et souvent, les gens me voient comme un mec cool qui va à des réunions et qui fait de la stratégie et qui a une vision comme ça. Et en fait, c'est hyper dur le product management, c'est hyper rude. On se fait mais violenter par tout le monde, tout le temps. On est sans cesse harcelé et on est constamment, on doit dire non tout le temps à tout le monde. Et on doit tout le temps justifier le fait de dire non aux gens tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, tout le monde, en fait, tout le monde s'oriente vers nous. Dès qu'il y a un problème, c'est le product, en fait. Mm. Et donc, du coup, ça crée une situation où on est en permanence en tension, quoi. On est en permanence en tension. Et le deuxième mythe, je dirais, c'est de penser que le product management est plus simple que la tech. Moi, j'ai vraiment de plus en plus, je suis de plus en plus en train de me dire que le product management est plus dur que la tech. Après, voilà, c'est une question de point de vue. Parce qu'en fait, le product management est fortement impacté par la complexité technique, mais il est aussi impacté par la complexité du marché, en fait. Et donc, on est en permanence, en fait, en train de jongler entre le marché, la tech, le marché, la tech, le marché, la tech. Et on est en permanence challengé, en fait, sur le marché, sur la tech, etc. Donc, je dirais que c'est très rude et c'est pas un métier cool, quoi. C'est pas un métier sympa, quoi. Bon, on espère que tu pourras mettre plaisir quand même à l'exercer. Ah, je prends du plaisir, je prends du plaisir. Mais voilà, faut s'accrocher, quoi. Ok. Donc, ce rôle de catalyseur est à la fois ce qui est le plus intéressant, à la fois ce qui est le plus rude. Exactement. Exactement. On a une question dans le chat. Peut-on vivre une sorte de syndrome de l'imposteur en tant que premier PM d'une boîte? Alors, déjà, enfin, de retour d'expérience de Maestro, je pense que je peux très rapidement te dire que oui, bien sûr. Et même pas en tant que premier PM, en tant que PM d'une manière générale, c'est un rôle. Et nous, on le voit chez les personnes qui rejoignent nos formations parce qu'elles sont en reconversion. Il y a toujours un gros problème du syndrome de l'imposteur et de se dire qu'on n'est pas légitime, qu'on n'est pas capable, qu'on ne connaît pas encore, etc. Et du coup, pour ça, il y a plein de tips de début quand tu rejoins une boîte, c'est quoi les good practices à mettre en place, les bonnes choses à faire pour justement prendre un peu du recul et être directement accepté et pas avoir ce syndrome de l'imposteur. Peut-être que Pierre, tu as aussi des conseils là-dessus. Ouais, ouais, je suis d'accord. Il y a vraiment un syndrome de l'imposteur et même moi qui ai monté la boîte, je l'ai. Et le pire, c'est que j'aurais vraiment du mal à donner des conseils à quelqu'un qui serait premier PM dans une boîte qui existe depuis 2 ans. Parce que moi, la seule expérience que j'ai, c'est celle de quelqu'un qui a monté la boîte et qui a codé le produit. Et c'est pour ça que j'ai eu de la chance de tomber sur Alice. Mais Alice, alors, comment vaincre le syndrome de l'imposteur? Je pense qu'il faut être
hyper bon sur la logique métier et hyper bon comprendre la tech. Et Alice, quand elle nous a rejoint, le premier truc qu'elle a fait, ça a été d'acheter la compta pour les nuls. Et tous les soirs, elle potasse la compta pour les nuls jusqu'à 20h. Et je lui dis, mais rentre chez toi, c'est bon, ne reste pas jusqu'à 20h au travail, ça me met mal à l'aise, quoi. C'est que moi, je rentre chercher mon fils à la crèche et elle est encore en train de potasser la compta pour les nuls, quoi. Et pareil, pour la base de données, elle est rentrée dans le code, elle est rentrée dans la base de données, elle m'envoie des messages pour me demander alors comment ça marche, pourquoi est-ce qu'il y a ce service, etc. Donc, elle me pose plein de questions sur la tech. Et pour moi, c'est... Et j'ai dit à toutes les équipes, désormais, si vous avez une question, c'est plus à moi que vous devez la poser, c'est à moi et Alice. Et dès qu'il y a une réunion, c'est pas moi que vous invitez, c'est moi et Alice. Et comme ça, Alice est tout le temps partout dans toutes les réunions. Et après, c'est tout apprendre par cœur, tout comprendre, etc., quoi. Donc oui, il y a un syndrome de l'imposteur. Et pour moi, la seule manière de vaincre ce syndrome, c'est de potasser tous les sujets métiers, techniques, de la boîte. Il faut être expert du sujet, en fait. Il faut être expert du sujet. Je vous mets dans le chat, Younes, je pense que ça pourra t'aider à répondre un peu à cette question. L'expérience de Estelle Bard, qui est première PM dans sa boîte et qui, du coup, fait un retour. En fait, elle s'est fait un peu une to-do de ce qu'elle a fait avant, au tout début, et après quelques mois, quand elle a rejoint la boîte, qu'est-ce qu'elle a mis en place pour arriver et justement, enfin voilà, se sentir à l'aise le plus rapidement et surtout pas prouver sa légitimité, mais l'embrasser, on va dire, être à l'aise avec. On a un retour de Gilles qui dit, et je pense que ça revient par rapport au mythe du rôle de CPO dont on parlait tout à l'heure, plus dur ou moins dur, c'est une question de maturité du sujet, c'est-à-dire le choix de la technologie ainsi que le niveau de maîtrise de la personne qui l'assume. Pour la difficulté un peu du métier de ce que c'est le product management et le fait que c'est peut-être d'autant plus dur que le product management, c'est encore en cours de stabilisation. Absolument. Oui, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, ça dépend. Il y a des gens qui trouvent que la tech, c'est dur et d'autres qui trouvent que la tech, c'est facile. Moi, quand je vois des commerciaux closer des énormes cabinets pour des factures à 4 000 euros par mois, je suis vraiment impressionné de ce qu'ils font. Et donc, je ne pourrais jamais faire ce qu'ils font. Donc, et quand je vois Mickaël faire une levée de fonds avec des investisseurs, je vois ce qu'il fait, je ne pourrais jamais faire ce qu'il fait, quoi. Donc, effectivement, plus ou moins dur, c'est totalement subjectif. Est-ce que tu as des conseils un petit peu pour les personnes qui souhaitent se former au produit, des best practices et dans l'autre sens aussi des choses peut-être à éviter? Oui, carrément. Ok. Comment répondre à cette question en étant le plus... En fait, le product, c'est comme le business. Ma vision du monde, c'est ma vision personnelle, c'est mon biais personnel, hein. Quand on dit est-ce que je pourrais apprendre le product, quel conseil je pourrais avoir pour apprendre le product, j'ai envie de dire, en fait, c'est pas tant le product en tant qu'entité abstraite, c'est vraiment quel est le business dans lequel tu rentres, et il faut que tu comprennes par cœur ton business. Donc, par exemple, la compta, tu rentres dans le business de la compta, il faut que tu saches comment marche la compta, il faut que tu comprennes les implications, c'est quoi le travail d'un comptable, c'est quoi ses problèmes, en fait. Par exemple, dans la compta, il y a un énorme problème chez les comptables, c'est qu'ils ont des deadlines. Et les deadlines, c'est je dois faire ma déclaration de TVA pour mon client avant tel jour dans le mois. Et le client, il arrive évidemment la veille avec une boîte à chaussures remplie de factures qu'il faut scanner, quoi. Et donc, forcément, les comptables, ils se couchent à minuit tous les jours. Et ils ne se couchent pas à minuit tous les jours parce qu'ils ont une énorme quantité de travail, mais ils se couchent à minuit tous les jours parce qu'ils ont des deadlines très précises et que derrière, les clients ne leur facilitent pas la tâche, quoi. Et donc, si tu comprends ça, déjà, tu peux être un meilleur product chez ChainTrust. Et donc, en fait, pour moi, il faut rentrer dans le business très vite. Après, la constante dans le product management, je le redis, pour moi, c'est la tech. Il faut connaître la tech, il faut comprendre la tech. Peut-être que dans certains, encore une fois, dans certains secteurs que je ne connais pas, comme le B2C, c'est peut-être un peu moins la tech, c'est peut-être un peu plus la user research, l'UX, le design. Dans tous les cas, il y a des constantes qu'il faut savoir respecter, mais c'est vrai que comment comprendre le product, voilà, il faut rentrer dans le business, il faut comprendre le business. Et alors, il y a aussi un autre point de détail qui est vraiment important, c'est que faire du produit dans une startup qui n'a pas encore atteint son product market fit,
c'est pas du tout la même chose que faire du produit dans une startup qui a fait des levées de fonds et qui a atteint son product market fit. Pourquoi? Parce que dans un cas, il faut trouver le product market fit. Et donc, c'est beaucoup de recherche et beaucoup de tests et tu vas tenter des trucs. Et dans l'autre cas, il faut structurer et il faut absorber la croissance. Donc, tu ne fais pas du tout le même travail, quoi. Donc voilà, pour moi, le conseil que j'aimerais, c'est rentrer dans le métier, comprenez la logique métier, comprenez les implications. Par exemple, j'imagine un product manager chez Doctolib. Je dis ça parce que ma femme est développeur chez Doctolib. Et pour moi, les product managers chez Doctolib, en fait, ils se tapent la documentation Amélie. Et donc, la documentation technique Amélie, c'est des dizaines et des dizaines de pages d'explications techniques très compliquées sur comment s'intégrer en API avec les services d'Amélie. Et donc, du coup, quand les product managers envoient les cartes chez les développeurs, et les cartes sont hyper spécifiées parce que le product manager a fait ce travail, quoi. Et j'imagine maintenant qu'un product manager chez Facebook, il ne fait pas du tout ça. Il fait plutôt de l'UX, quoi. Il va comprendre voilà, qu'est-ce qui va pousser l'utilisateur à cliquer sur tel bouton, etc., quoi. Ok, donc c'est vraiment imprégnation, enfin la base des bases, c'est imprégnation de ton utilisateur, compréhension de ses enjeux et en fait comprendre ton produit comme si tu en étais l'utilisateur. C'est ça, comprendre le métier et comprendre tes utilisateurs, ouais, carrément. Alors, on a une question dans le chat. Peut-on faire carrière dans le product management quand on n'aime pas le code ou plutôt qu'on en a une mauvaise approche, que ce soit les langages, les outils, les méthodos, surtout avec les nouvelles approches de nos codes? Est-ce qu'on peut faire carrière dans le product management quand on n'aime pas le code? Alors oui, enfin, en tout cas de l'expérience nous qu'on en voit chez Maestro, il y a beaucoup des personnes nos alumni qui sont aujourd'hui product managers dans des entreprises. Là, on a un exemple de Pierre avec un produit qui est très tech et du coup qui demande une connaissance technique vraiment dure. En parallèle, il y a des product managers. En fait, si tu n'aimes pas le code, il faut quand même que tu le comprennes, que tu saches un petit peu comment ça fonctionne, pour que en fait travailler avec des devs ça soit pas la plaie et que ça soit et que tu arrives à justement leur transmettre des directives et des idées un peu claires, que tu sois capable d'évaluer la difficulté technique d'une nouvelle feature, par exemple. Ça, c'est des choses qu'il faut que tu sois capable de faire pour bosser dans le product management. Après, pas aimer le code, j'espère que tu peux renouer avec le code quand tu as eu une mauvaise expérience là-dessus. Ouais. Alors, j'ai une anecdote là-dessus. Alice, quand elle nous a rejoints, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux absolument pas faire? Et elle m'a dit du code. Mais en fait, elle a fait une école d'ingénieur et elle a été dégoûtée du code. Dégoûtée, quoi. Et du coup, elle fait du produit. Mais voilà, elle aime pas le code. Moi, j'aime le code parce que j'adore et parce que pour moi, le code, ça a été vraiment, c'est une expérience personnelle qui m'a fait ma transition vers le monde actuel des startups. Mais je pense que beaucoup de product managers n'aiment pas le code. Après, ça dépend de ce que tu appelles ne pas aimer le code. Faut pas être allergique à lire des lignes de code. Mais oui, ne pas aimer le code, carrément. Et je pense d'ailleurs que beaucoup de product managers n'aiment pas le code. Sinon, ils feraient du code. Logique. Si tu fais un peu un parallèle par rapport à tes années de dev et aujourd'hui ton rôle, est-ce que tu sens que tu as des biais qui se font parce que tu as un background de dev dans ton rôle? Oui, oui. Je pense que ça se voit dans ce que je vous dis là, c'est que moi, je suis très orienté tech et je pense que je suis assez faible sur la partie commerciale. Et je pense que c'est important quand tu es produit de comprendre aussi ce que font les commerciaux. Et donc, en fait, c'est typiquement l'exemple du gars qui perd ses clés dans un parking et puis qui va chercher là où il y a de la lumière. Moi, je vais chercher là où il y a de la lumière. C'est un biais classique. Tout problème se résout avec du code, c'est bien connu. Aucun problème ne se résout autrement que par 3 lignes de code, quoi. Et là-dessus, Alice m'aide beaucoup, où parfois elle me dit non, attends, on va pas tout de suite envoyer une carte au dev, on va juste d'abord parler au client, comprendre son problème, quoi. Et donc voilà. Donc je pense que c'est ça le biais que j'ai.
Et aussi, le biais aussi qu'on peut avoir quand on a fait beaucoup de code, c'est qu'on est très axé sur l'expertise. Et quand on fait du produit, il faut sortir un peu de l'expertise. Faut savoir sortir de l'expertise quand il faut pour se concentrer sur le delivery. Et souvent, les développeurs ont ce biais d'être, bah voilà, euh, bon, le client, il a telle information dans telle colonne, mais c'est normal, c'est parce que le code fonctionne comme ça, et parce qu'il y a telle loi, etc. Et voilà, point, fin de la discussion. Et tu es là, oui, mais en fait, le client, il n'est pas content, quoi. Donc, comment on fait? Voilà. Essayons de trouver une solution, quoi. Et donc quand tu es product, il faut vraiment essayer de trouver des solutions. Et c'est pas un truc qu'on demande forcément aux développeurs, à condition, évidemment, que l'équipe soit bien structurée, quoi. Et donc, il faut sortir de ce biais de l'expertise quand on est product. Ok. Et du coup, pour plonger à fond là dans ton rôle aujourd'hui de CPO, est-ce que tu peux nous donner un petit peu un aperçu de tes missions très concrètement, de à quoi ressemblent tes journées Oui, bien sûr. Est-ce que je peux partager mon écran? Bien sûr que tu peux, ouais. Tu peux en bas, t'as un petit partager. Alors, Tu trouves et tu peux partager tout ton écran ou une petite fenêtre. hop. Alors, mon écran. Est-ce que vous voyez tous mon écran? On Oui. voit. Moi, je vois. Est-ce que vous voyez dans le chat? Ouais, c'est bon. Alors, voici ma vie. Donc ça, c'est Asana. Asana, c'est un outil qu'on utilise. Alors moi, j'aime pas les outils, je suis anti-outil. Mais pour Asana, j'ai fait une exception parce qu'il fallait bien qu'on ait un outil. Avant, la roadmap, je la mettais sur Excel et j'adorais Excel, c'était vraiment cool. Mais Alice et ma product manager et Johan, le designer, m'ont dit on arrête Excel parce que c'est une catastrophe. Et donc, bah, c'est simple, il y a une roadmap. Et la roadmap, en fait, moi, mon taf, c'est de faire passer des cartes d'une colonne à une autre et de m'assurer que les cartes passent d'une colonne à une autre et qu'elles correspondent bien à ce qu'on a spécifié dans la carte. Donc, j'ai mon petit product et j'ai mes specs. Donc, voici tout ce que je dois spéquer. Donc, voilà, mon taf, ça va être de spéquer tout ça avec Alice, évidemment. Une fois que c'est spéqué, je les envoie en design. Et ensuite, le designer, Johan, son travail, ça va être de designer ce que j'ai spéqué. Une fois qu'il a fini de designer, hop, il me renvoie la carte. Je fais mes tests d'acceptance. Et une fois que j'ai fait mes tests d'acceptance, je les envoie à l'équipe tech. Donc, je vous montre une carte, un exemple de carte, en gros, designée avec des tests d'acceptance. Voilà, par exemple, tac, voilà. Donc, une carte, une user story, du contexte comptable, un peu de description, et puis plein de tests d'acceptance. Et tous ces tests d'acceptance doivent être remplis. Et donc, une fois que donc les développeurs reçoivent cette carte, ils lisent les tests d'acceptance, ils font le taf, et ensuite ils cliquent sur terminer. Et hop, c'est terminé. Et moi, après, je fais un contrôle qualité. Donc, le contrôle qualité, bah, pareil, hein, ça part dans ma petite colonne tout test product. Donc, il faut que je fasse les tests. Ensuite, je les envoie à Johan, le designer, qui va faire les tests design, donc ce qu'on appelle les recettes. Et ensuite, je valide ou pas la carte, suivant que ça passe ou pas les tests d'acceptance. Voilà. C'est hyper concret. Trop, trop cool. Merci de nous partager ton écran. Alors donc ça, c'est la théorie. Dans la pratique, je passe 80% de mes journées en réunion parce qu'il y a tous les jours des clients qui ont des problèmes, des développeurs qui n'ont pas compris une carte, des commerciaux qui m'ont dit que finalement, ils m'avaient demandé un truc, mais finalement, ce n'est pas exactement ce qu'ils voulaient, etc. Donc, en fait, je passe beaucoup de temps à parler à des gens, à spécifier ce qu'ils me demandent, à respécifier. Ok. Ok, et pour comprendre un petit peu, Alice, son rôle là, c'est quoi la séparation entre ton rôle de CPO et son rôle de PM? Pour l'instant, il n'y en a pas. On fait la même chose tous les deux et elle prend un sujet et je la laisse prendre un sujet. Et mon but, c'est que petit à petit, je lui passe
tous les sujets et qu'on monte une équipe ensemble et qu'elle soit head of product et elle gère l'opérationnel, quoi. Ok. L'opérationnel, c'est ce que je vous ai montré, en fait, c'est les cartes, quoi. Envoyer des cartes, s'assurer que les cartes sont développées, etc. Ok. Ok. Et c'est quoi un peu tes plus gros challenges dans ton rôle de CPO? Bonne question. Je dirais que c'est comprendre ce que veulent les gens. Je pense que c'est ça mon plus gros challenge. On vient à la discovery. Ouais, on peut appeler ça de la discovery. Oui, je pense que c'est un terme qui est acceptable pour ça. Souvent, les gens, et particulièrement les comptables, ils ont l'habitude de te demander un truc qui est très précis. Parce que, en fait, ils ne comprennent pas très bien ce qu'ils veulent et ils te disent je veux juste un bouton qui fasse ça. Et en fait, il faut absolument ne pas faire ce qu'ils demandent et leur demander pourquoi. Et ils vont te donner une raison et puis tu leur redemandes pourquoi et puis ils te redisent la raison de la raison. Puis tu leur redemandes une troisième fois pourquoi et ils te redisent la raison, de la raison, de la raison. Et au bout d'une heure de discussion, tu finis par comprendre que leur problème n'a rien à voir avec ce qu'ils te demandent et que le problème peut être géré en amont d'une meilleure manière, quoi. Et donc, ce travail-là, c'est un travail qui est très fastidieux. Bah voilà, les 5 pourquoi dont Sarah parle, c'est exactement ça. C'est un travail qui est très lourd, qui est très fastidieux, qui prend énormément de temps, que les gens n'ont pas envie de faire. Les commerciaux à qui je parle, ils n'ont pas envie de faire ce travail, mais qu'il faut faire dans la mesure du possible. Donc, je pense que le plus gros challenge, c'est ça. Ok. Et du coup, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que les personnes comptables, du coup, les utilisateurs de ton produit, parlent directement aux commerciaux et du coup, te mettent dans la boucle pour que tu aies ces retours sur l'outil en direct? C'est Ouais, ça? exactement. Ouais, Ok. je parle directement au client avec Alice et, euh, et puis à chaque fois, en fait, ça prend une heure à chaque fois parce que Ouais. tu poses une question et la personne en face de toi, au lieu de répondre à la question, te raconte sa vie. Ouais. Du coup, tu dois attendre comme ça qu'elle te raconte sa vie. Hum. C'est bon, t'as fini. Et puis après, petit à petit, tu t'investigues. Et puis, dans ce qu'elle te raconte, il y a des trucs qui sont plus ou moins intéressants, plus ou moins importants. Et puis, petit à petit, elle creuse, elle creuse, elle creuse. Et puis au bout d'un moment, subitement, tu as une révélation et tu dis, ah, mais en fait, le problème, il est là. Le vrai problème, il est là. Et parfois, tu as la flemme de le faire et tu fais juste ce que le client te demande. Et puis, tant pis. Ok. Ça me fait penser à un parallèle parce qu'en fait, souvent, quand tu es PM, tu peux être un peu éloigné de tes utilisateurs, c'est-à-dire ne pas avoir de canal de communication direct pour recevoir leurs demandes et leurs recommandations. Mais tu vois, le cas de figure dans lequel tu es, où en fait tu es en direct avec tes utilisateurs, c'est aussi un parallèle qui se fait, enfin, ça correspond aussi au rôle de product manager métier, c'est-à-dire les product managers qui développent des outils pour les collaborateurs de leur entreprise. Et du coup, c'est un sujet hyper intéressant où en fait, tes utilisateurs sont en frontale constante et ton collaborateur, je sais pas, Paul du marketing, il vient vers toi avec une idée de solution et en fait, il n'a pas cette frontière de communication, il est en direct et du coup, il va directement arriver avec sa solution, pouvoir te la donner. Et ça, c'est dur parce que ça t'influence directement et ça te dirige directement vers allez hop, c'est parti, je vais développer la solution. Alors qu'en fait, il faut vraiment avoir cette capacité de dire non et de dire attends, on reprend du début, on fait les 5 pourquoi, comme l'a dit Sarah, et on essaie de vraiment comprendre le problème. Donc, hyper intéressant. C'est ça, et c'est vrai que chez Chaintrust, on ne fait pas encore cette distinction parce qu'on est trop petit. Ouais, En fait. ouais. Et donc, et c'est aussi parce qu'on fait une boîte, encore une fois, B2B Enterprise. Donc, c'est pas. On est beaucoup plus proche de nos clients qu'une autre boîte qui serait plus B2C ou qui aurait un panel plus large de clients. En fait, si vous voulez, il y avait un commercial une fois qui m'avait donné une matrice d'analyse de marché où il m'avait dit en fait, pour comprendre la relation que tu as avec tes clients, c'est une relation entre le panier moyen, la moyenne de ce que ton client dépense, versus le taux de renouvellement de tes clients. Et donc, les deux opposés là-dessus, ça va être, d'un côté, il y a, on va dire, le marché des sacs à main, voilà, où tu achètes un sac à main, ça coûte 20 balles, 30 balles, 50 balles, 100 balles, et puis le client, il se renouvelle tout le temps.
Et ben, dans ce cas-là, tu n'as jamais aucune relation avec tes clients, tu t'en fous, tu vends des sacs, tu vends des sacs, tu vends des sacs, et puis tu vas plus travailler sur ton design, sur ta recherche, etc. Et puis de l'autre côté, à l'autre extrême, tu as le marché de l'art, avec un panier moyen gigantesque, des gens qui dépensent des millions pour des toiles, et en même temps, le client ne se renouvelle pas, quoi. Le mec qui achète une toile à 1 million d'euros, c'est le même mec que l'année dernière, c'est le même mec que l'année d'avant, etc. Donc là, tu as besoin d'avoir une relation hyper qualitative avec tes clients. C'est vraiment, tu fais du commercial, voilà, tu es au petit soin pour le client. Et ben nous, on est sur le marché de la compta, on est un peu plus proche du marché de l'art que du marché des sacs à main. Ok. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que tu aimes le plus dans ton métier aujourd'hui et du coup pour titiller un peu ce que tu aimes le moins, ce qui est le moins fun. Ouais, carrément. Ce que j'aime le plus, c'est alors c'est un peu les défauts des qualités. J'aime le fait d'être présent partout, d'être un Ouais. peu le point de référence de tout le monde, de se dire que voilà, quelle que soit la personne qui a une question, bah, c'est à moi qu'on va la poser d'abord. Et donc, tu es un peu au centre de tout ce qui se passe dans la boîte et tu vois la boîte grandir et grossir et tu connais un peu tout le monde dans la boîte, tu parles à tout le monde, quoi. Donc ça, c'est vachement agréable. Le contrepoids de ça, c'est que du coup, tu es quand même responsable de tout. Tous les problèmes sont de ta faute. T'as pas le luxe de pouvoir te plaindre. Les autres peuvent se plaindre. Les développeurs peuvent se plaindre parce que les cartes sont pas assez précises, parce que c'est pas bien designé, etc. Les ops peuvent se plaindre parce que leur interface n'est pas assez bien, etc. Les commerciaux peuvent se plaindre parce qu'on ne développe pas les features assez vite, etc. Mais le product ne peut pas se plaindre. Le product est toujours en contrôle de tout, tout le temps, et tous les problèmes lui retombent dessus. Et donc parfois, c'est un peu fatigant. Je pense que c'est ça, à la fois la qualité et le défaut du produit. Tu es partout et en même temps, tu es responsable de tout. Ok. Juste avant de parler un petit peu carrière, et je vois que Yannès, tu as une question là-dessus, donc on pourrait y revenir. Juste avant, je sais que je t'avais demandé de préparer un petit peu ce que c'est ton mantra ou peut-être ta citation préférée où tu penses tous les jours dans ton rôle de CPO. Il y avait un tweet que j'avais vu quelque part sur Twitter. Mm. C'était. Alors, j'avais écrit. Attends que je te retrouve exactement le tweet. Alors, think of discomforts as currency. It's the price you pay to learn some pretty crucial things. Donc, traduit en français, c'est dès que vous êtes mal à l'aise dans quelque chose, dès que vous êtes dans une situation d'inconfort, imaginez que l'inconfort, c'est de l'argent que vous payez en fait pour apprendre des choses importantes, quoi. Ok. Il y a aussi une autre version de ça, c'est Where there is muck, there is brass. Autrement dit, partout où il y a de la boue, il y a du bronze, enfin bref, partout où il y a des trucs difficiles à faire, il y a de l'argent, quoi. Donc, n'essayez pas de faire des trucs trop cool et trop sympas. Dans tous les métiers, il y a des trucs très compliqués à faire et très chiants. Et je ne sais pas si c'est de Marty Kagan, aucune idée. J'ai vu ça sur Twitter. Et un autre mantra que j'ai à titre personnel, j'ai remarqué dans le business, en général, qu'il y a deux types de gens. Il y a des gens qui veulent gagner et il y a des gens qui veulent avoir l'air cool. Et dans le product, il ne faut pas trop embaucher de gens qui veulent avoir l'air cool. Il faut embaucher des gens qui veulent gagner, quoi. Et c'est rapidement, on se rend compte quand on recrute quelqu'un qui veut avoir l'air cool. Enfin, moi, j'ai l'impression de me rendre compte assez vite. Mais j'ai souvent vu des gens dans les nombreuses boîtes où j'ai travaillé dans ma vie qui avaient ce talent extraordinaire d'avoir toujours l'air cool et de toujours faire semblant de travailler. Et c'est des gens qui sont très forts à faire semblant. Et je pense qu'il faut faire très attention à ne pas recruter des gens comme ça ou à éviter de travailler avec des gens comme ça. Il faut recruter des gens qui sont là pour gagner, quoi. Et bah, du coup, c'est une parfaite transition vers la dernière partie et les dernières questions que j'ai envie de te poser un peu sur la partie carrière. Comment est-ce que tu évalues ça? Et alors, du coup, par ça, j'entends directement le fait que tu as en face de toi quelqu'un de sérieux et qui a les soft skills que tu recherches dans les candidats que tu recrutes pour Chain Trust. Donc, la question, c'est comment est-ce que j'évalue un candidat, c'est ça? Ouais. Alors, il y a la partie. Alors,
dans le contexte de Chain Trust dans lequel je suis maintenant, et j'en connais pas d'autres en tant que product, il y a ce test technique qu'on a mis sur notre repository GitHub, où il faut lire un peu de code et comprendre un bug dans le code. Et puis, il y a la deuxième partie du test qui est plus produit, où il faut écrire une user story avec plein de tests d'acceptance. Donc ça, c'est le premier test. Et ensuite, le deuxième test, alors c'est là où on rentre vraiment dans les soft skills. J'ai besoin de travailler avec des gens, comme je le disais, des gens qui veulent gagner. Et des gens qui veulent gagner, comment est-ce qu'on remarque que quelqu'un veut gagner, quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui veut réussir, veut faire du bon travail, veut apporter de la valeur. C'est quelqu'un enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué chez Alice, et je le remarque au quotidien dans son travail. C'est une personne qui est très débrouillarde, qui se plaint jamais, qui ne dit jamais ça, c'est pas mon travail, qui prend en main tous les sujets. Et j'ai pas besoin de lui dire prends en main ce sujet. Elle va le faire, elle va le prendre en main. Et enfin, l'autre truc, c'est elle va au bout du process. Quand je dis le bout du process, c'est vraiment le bout du process. C'est-à-dire, tu t'arrêtes pas en chemin, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un client qui se plaint, ok, elle appelle le client, elle passe 1 heure avec le client, elle note tous les points qui vont pas avec le client. Elle va elle-même inspecter dans l'application, elle va elle-même inspecter dans le code pour voir comment ça fonctionne. Elle va comparer entre ce qu'il y a dans le code et ce que le client dit. Elle va trouver la solution. Elle va écrire une carte qu'elle va envoyer au tech avec des tests d'acceptance, des user stories, des trucs très, très, très précis pour que les techs ils aient juste à écrire le code et ils aient surtout pas à réfléchir. Elle va vérifier que les tests sont bien codés. Elle va valider la mise en production. Et après la mise en production, elle va rappeler le client, lui dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bien ce que tu voulais. Et c'est ça que j'appelle le bout du chemin. Elle a tout fait. Elle a été voir le client, elle a fait la partie produit, elle a géré la partie tech, elle a été retournée voir le client. Et souvent, les gens qui veulent pas gagner, les gens qui veulent avoir l'air cool, ils vont pas faire la totalité du chemin. Parce que c'est chiant de faire la totalité du chemin, en fait. C'est super pénible, en fait. Et en fait, une personne qui fait ce travail et qui affronte cette pénibilité et qui prend à bras-le-corps cette pénibilité, eh ben, ça décharge tout le monde dans la boîte. Et subitement, les techs, ils ont juste le code à s'occuper. Les commerciaux, ils ont juste à closer et à faire du cash. Et voilà. Et voilà comment on fait une boîte qui marche. Avec des gens comme ça. Et du coup, ça, tu l'évalues en faisant les études de cas pour la partie un peu hard skills tech, et ensuite avec des échanges et des questions pour essayer de repérer un peu les soft skills. Ouais, alors les questions qui sont présentes dans le bouquin Who sont assez pertinentes là-dessus. Ok. Je peux peut-être. Je l'ai mis dans le chat, le lien de. Ah ouais, mais j'avais pris des notes, je peux peut-être te partager les notes si tu veux, où j'avais noté vraiment toutes les étapes. Et, parce qu'il y a 3 entretiens, et donc chaque entretien a des questions spécifiques, et puis petit à petit, ça travaille en entonnoir. Ok. Je peux t'envoyer ça si tu veux. Ah bah, grave. Très, très intéressée, et je pourrais vous le partager. J'ai une petite dernière question, et puis ensuite, on va arriver à la fin de notre Maestrix. Mais est-ce que tu recrutes en ce moment? Pour l'instant, non, parce qu'on a recruté tous les postes qu'on avait à recruter, et j'ai fait exprès dans mon équipe de recruter très peu de gens, parce que je voulais recruter des gens vraiment hyper compétents et qui ont un champ d'application très large. Par contre, on est en train de faire une levée de fonds, et donc on croise les doigts pour que ça marche. Et si ça marche, je vais recruter, ouais. Ok, trop cool. Bon, bah, et si vous avez des dernières questions pour Pierre, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Alors, j'ai une question sur les hard skills à avoir en tant que tech pour devenir PM. Si tu es déjà tech, il n'y a pas de hard skill, tu es déjà tech. Donc voilà. Ce qu'il faut quand tu deviens PM, c'est la boîte dans laquelle tu vas rentrer. Il faut que tu rentres tout de suite dans la logique métier, dans la complexité métier, et que tu apprennes sur le bout des doigts la complexité métier. Donc, je donne l'exemple de la compta. Alice, elle nous a rejoint et boum, elle a lu des bouquins de compta, et maintenant, elle comprend la compta, elle sait comment ça marche. Et l'importance de l'empathie envers les utilisateurs, oui, mais ça dépend de ce que tu appelles l'empathie. Hein. Ton objectif, c'est de comprendre. Évidemment, il ne faut pas être froid
avec le client, hein, parce que le client, il paye, donc il faut être gentil avec le client, il faut être chaleureux avec le client. Chose que je ne sais pas forcément bien faire tout le temps, mais voilà. Ce qu'il faut, c'est quand tu parles à un client, tu as, un travail d'enquêteur, en fait. C'est comme si tu étais policier et voilà, tu cherches les trucs qui vont pas, quoi. Tu cherches les failles dans son discours et qu'est-ce que ces failles cachent, qu'est-ce qu'elles révèlent. Et puis petit à petit, tu vas creuser. Et voilà, tu n'es pas là pour être leur psy. Tu es plus un inspecteur de police qu'un psy, quoi. Et oui, ça fait pas mal écho aussi au fait que en fait, si tu écoutes 100% de ce qu'ils te disent et de leurs recommandations, en fait, tu te mets à faire potentiellement des features ou des améliorations un peu de gadgets qui en fait s'éloignent de ton but initial. Donc après, bon, voilà, faut toujours être empathique, mais c'est vrai qu'il faut aussi s'écouter en premier, quoi. Ouais, exactement. Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup Pierre, c'était hyper intéressant. Moi je trouve ça trop cool et surtout de t'entendre parler de ton équipe et de ton rôle aujourd'hui chez Chain Trust, c'est hyper inspirant. Merci Donc beaucoup. c'est vraiment trop cool. Est-ce que tous les participants, vous pourriez nous dire un peu une note de 0 à 5 pour ce Maestrix? Moi j'aime bien un peu pour avoir une idée de à 0 en fait vous repartez avec rien et à 5 vous avez un peu les réponses que vous êtes venu chercher et vous avez un peu voilà des pistes de réflexion pour vous orienter dans vos réflexions que vous avez. 5, ok, très bien, cool. J'ai l'impression que c'est une mission plutôt bien remplie. Et 4, alors du coup, si potentiellement il y a une petite remarque ou des petites choses sur lesquelles on n'a pas assez approfondi, n'hésitez pas à le dire. Mais voilà, je vous remets le lien vers notre Maestrix de la semaine prochaine où on va parler, et en plus je l'ai vu passer dans le chat, du rôle de product builder. Et du coup, en fait, pourquoi ce métier? C'est un nouveau métier qui est arrivé un peu récemment, enfin en tout cas qui prend de plus en plus de place. Et du coup, l'idée, ça sera de comprendre d'où est-ce que ça a émergé et surtout quel est son rôle aujourd'hui et c'est quoi les compétences à avoir pour l'occuper. Mais en tout cas, bah, merci beaucoup à vous tous qui vous êtes connectés. Merci beaucoup Pierre pour ce partage qui était hyper intéressant. Merci à tous. Et je vous enverrai un petit email de récap avec notamment quelques ressources qu'on a abordées et puis potentiellement un peu tes notes sur le livre dont tu parlais, Pierre, si tu... Avec plaisir, je t'envoie ça. Et si vous avez d'autres questions ou des retours, je suis disponible sur le Slack de Maestro. Yes, alors du coup plutôt sur LinkedIn parce que pour les participants, il y en a une majorité qui ne sont pas dans la communauté. C'est une communauté pour les alumni, mais oui, sur LinkedIn, si tu es dispo. Ça marche, avec plaisir. Génial, merci beaucoup tout le monde. Merci à tous. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.